Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre premier salon 100% digital du bien vivre chez soi que nous sommes ravis d'organiser tout au long de cette journée du 17 juin. Donc une première à distance depuis votre salon. Merci de nous y accueillir pour une thématique qui nous semble très importante d'aborder cet après-midi, et j'y reviendrai dans quelques instants, qui va bien sûr concerner la transmission de son patrimoine. Avant de démarrer, quelques petits mots d'introduction et de présentation. Je suis donc Delphine Dopp de la direction de l'animation commerciale. Et pour cette conférence, je suis accompagnée de mon collègue Reynald. Bonjour, merci Delphine. Reynald Darret, donc je suis responsable de la gestion de patrimoine du secteur de Lille. Voilà. Alors, ravi de partager les 30 prochaines minutes ensemble. Autre précision que nous souhaitions vous apporter avec Reynald, vous avez à votre disposition au travers du chat sur ce live, où vous allez pouvoir, tout au long de nos présentations, pouvoir poser vos questions sur lesquelles nous ferons un plaisir d'essayer d'y répondre, si bien sûr nous avons les réponses, et si ces dernières peuvent effectivement être traitées de manière collective, on va dire, puisque il est clair que ce sujet de la transmission de patrimoine va y donner des paramètres très individuels et très, on va dire, individuels et familiaux pour pouvoir effectivement, au travers de sa situation spécifique, amener les bonnes réponses. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet, Reynald. Comment préparer la transmission de son patrimoine ? Alors, le patrimoine, déjà, peut-être que si j'y mettais une définition un peu classique, c'est quoi ? C'est l'ensemble des biens que je possède, moins peut-être les dettes éventuelles que j'aurai. Ce patrimoine, il est effectivement extrêmement important de s'y préparer ou de se projeter, puisque ce patrimoine, j'y ai peut-être mis toute ma vie pour le construire. Et à un moment donné, il semble plus qu'indispensable de pouvoir se poser pour pouvoir réfléchir sur quels vont être mes objectifs pour transmettre mon patrimoine. Et à qui ? Qui sont mes héritiers ? Mon conjoint, mes enfants ? Est-ce que dans ma recherche de la transmission de mon patrimoine, je vais plutôt être dans une recherche d'anticipation ou d'optimisation ? Aussi, je pense que c'est autant de questions que nous pouvons nous poser et sur lesquelles je reste convaincue que tu as toutes les réponses, Reynald. Alors, sans plus attendre, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels sur le contexte et peut-être des grands principes que nous devons connaître avant de définir et de travailler sur des pistes d'optimisation de la transmission de patrimoine. Oui, tout à fait Delphine. Alors c'est un vaste sujet, un sujet compliqué mais surtout spécialisé. Alors je vais utiliser des termes génériques aujourd'hui, je vais parler de manière généraliste, je vais dépeindre quelques techniques, mais bien évidemment, il faut savoir que chaque cas est unique et qu'il faudra bien évidemment se rapprocher soit d'un conseiller en gestion de patrimoine, soit d'un notaire pour affiner bien évidemment tout ce que je vais pouvoir vous dire aujourd'hui. Le but du jeu, ce n'est pas de vous donner toutes les réponses, c'est déjà vous donner quelques sujets et quelques possibilités en termes de transmission de son patrimoine. Alors effectivement, il faut parler de grands rappels, déjà de savoir comment on est uni avec son conjoint. Alors, lorsque l'on n'a rien fait, mais on vit ensemble, on est en union libre. Donc l'union libre, c'est le fait de vivre ensemble. Bien évidemment, il n'y a aucun cadre juridique à tout ça. On est simplement des concubins. Et rien ne nous protège l'un envers l'autre, malheureusement, sauf si bien évidemment on s'attache à faire quelques contrats d'assurance vie, mais ça je le dépeindrai après. On va passer au deuxième palier. Le deuxième palier, c'est le PACS, donc le pacte civil de solidarité qui permet de légiférer, de réglementer un peu plus une union sans aller jusqu'au mariage. Donc le PACS se fait soit auprès d'un notaire, soit auprès de l'état civil, de votre mairie. Il apporte quelques avantages, quelques protections aux partenaires de PACS, puisque là on va l'appeler partenaire de PACS. Donc il apporte quelques protections supplémentaires, mais bien évidemment, il faut toujours aussi s'attacher des conseils, soit d'un notaire, soit d'un conseiller en gestion de patrimoine, parce que
Le partenaire de Pacs n'est pas automatiquement un héritier, et ça on en parlera après. D'accord. Et puis bien évidemment, il y a le mariage. Alors le mariage, tout le monde le connaît, tout le monde en a déjà entendu parler. Le plus beau, c'est de mettre sa jolie robe pour y aller au mariage. Mais le mariage, c'est quand même lourd de conséquences, puisque c'est une réelle union juridique devant la loi, et qui apporte le maximum de protection l'un envers l'autre. Alors, là, tu nous remets le cadre, effectivement, sur plutôt le cadre du conjoint. On a parlé de transmission, on pense bien sûr aussi aux héritiers. Est-ce qu'il y a une définition? Les héritiers, ce sont qui dans la transmission d'un patrimoine? Alors, les héritiers, on va parler d'enfants. Lorsqu'on a des enfants, les héritiers, ce sont les enfants. Et ils sont obligatoirement des héritiers. Alors, bien évidemment, leur quote-part, ce qu'ils peuvent toucher, est fonction du nombre d'enfants. Je vais vous donner 3 exemples. Lorsque j'ai un enfant, cet enfant a au minimum le droit à la moitié de mon patrimoine. Lorsque j'ai 2 enfants, chacun de mes enfants a le droit à 1/3 de ce patrimoine. Et lorsque j'ai 3 enfants et plus, ils se partageront les 3/4 de mon patrimoine. Ça veut dire que lorsque j'ai affecté la réserve, la réserve, c'est le mot que l'on donne à ce droit inaliénable qu'a l'enfant, il nous reste la quotité disponible. Alors, pourquoi j'utilise ces mots-là? Parce que je vais les utiliser après, et autant avoir une définition claire dès le départ. La quotité disponible, c'est ce qu'il reste une fois que j'ai servi la réserve, c'est-à-dire les enfants. D'accord? Peut-être une question, pardonne-moi de t'interrompre, qu'une de nos sociétaires vient de poser, puisqu'on est sur la thématique des héritiers, et que tu viens de nous expliquer effectivement la transmission vis-à-vis des enfants. La question, elle est la suivante. Est-ce que j'ai possibilité, à un moment donné, de considérer qu'un de mes enfants n'héritera pas? Alors, c'est très compliqué puisque, je vous ai dit, la réserve est un droit inaliénable, donc on ne peut pas déshériter un enfant. Légalement, c'est impossible, sauf si il y a eu de la part de l'enfant un geste qui... Alors, quand je parle de gestes, c'est des gestes lourds, c'est-à-dire meurtre ou tentative de meurtre. Donc on est vraiment sur des gestes lourds. Mais non, on ne peut pas déshériter un enfant, on peut simplement réduire sa part au minimum, qui est la réserve. D'accord, très bien, merci pour cet éclairage. Alors dans la continuité des héritiers, bien sûr là on a parlé des enfants, mais je pense un autre acteur ou actrice important, et puisque tu parlais aussi des différents types d'unions, c'est bien la protection, on va dire, ou le conjoint, le rôle du conjoint aussi dans la transmission de patrimoine. Alors oui, et c'est très important, et c'est surtout relativement nouveau que le conjoint est protégé automatiquement par la loi, puisqu'avant il fallait réaliser un acte notarié que l'on appelait la donation au dernier vivant, mais depuis la loi TEPA de 2007, le conjoint est devenu un héritier légal, d'accord? Il a des droits. Alors ces droits sont très simples. Si j'ai des couples communs, le conjoint aura le droit soit à 1/4 de mon patrimoine, d'accord? Soit il aura le droit à l'entièreté en usufruit. Alors, l'usufruit, c'est le fait d'utiliser un bien, c'est-à-dire d'y habiter, ou de le mettre en location et de toucher les fruits, de toucher les revenus. Donc voilà, si j'ai des enfants communs, j'ai le droit soit 1/4 en pleine propriété, soit la totalité en usufruit. Juste un petit complément d'information qui n'est pas sur cette diaporama, c'est que simplement, si j'ai des enfants qui ne sont pas communs, je perds le droit de l'usufruit. Je n'ai plus le droit qu'au quart en pleine propriété. Bien évidemment, et ça c'est la loi TEPA qui l'a apporté, en plus d'apporter des avantages en termes d'héritage, il a exonéré le conjoint survivant de droits de succession, et ça c'est quand même pas négligeable désormais, puisque c'est un patrimoine que l'on a construit ensemble, et c'est tout à fait normal qu'il y ait une exonération totale. C'est aussi valable pour les partenaires de Pacs, mais là il faut obligatoirement avoir réalisé un testament. D'accord. Donc là, tu nous rappelles, tu nous sensibilises effectivement sur les grands principes. On a bien le cadre, où on voit apparaître déjà les premières notions sur les exonérations des droits de succession. Et je pense que certains d'entre vous viennent de poser des questions effectivement en lien avec l'évitement des frais de succession à payer lorsqu'on fait de la transmission de patrimoine. Aussi, on va rentrer sur là un peu plus en détail, Reynald, sur effectivement la transmission de patrimoine, étape importante, on l'a bien compris, qui doit ou qui peut s'anticiper et où tu nous conseilles de l'anticiper le plus tôt possible. Néanmoins, lorsqu'on dit anticiper votre transmission de patrimoine, concrètement, j'ai envie de te poser la question, quelle solution, de quel outil nous disposons pour justement anticiper cette transmission ? Alors effectivement, c'est un domaine assez complexe et ce qu'il faut surtout retenir,
c'est qu'on a deux outils principaux pour transmettre, et transmettre de son vivant, bien évidemment, puisqu'il y a aussi d'autres méthodes, et on appelle ça la transmission pour cause de mort. Là, on va parler de, aujourd'hui, je veux décider, d'accord? Je veux décider ce que je donne et à qui je donne. Donc là, on a soit les donations, soit l'assurance vie, bien évidemment. Et l'objectif, ça va être bien évidemment de l'optimiser, cette donation, c'est de plus je donne tôt, plus je suis jeune et plus je donne tôt, plus je vais pouvoir renouveler mes donations, puisque il y a des abattements, je ne vais pas aller dans le détail, c'est très complexe et assez lourd, et ce n'est pas le but aujourd'hui, c'est déjà de dépeindre, c'est de se dire qu'il y a un abattement, c'est-à-dire une somme qui peut être donnée sans droit de succession, mais surtout cette somme-là est renouvelable, et elle se renouvelle tous les 15 ans, c'est une sorte de crédit, et ce crédit se renouvelle. Donc bien évidemment, plus je commence tôt, plus je peux renouveler mes donations, bien évidemment. Très bien. Alors là, c'est les grands principes en matière de transmission. Est-ce qu'il y a un petit peu un mode d'emploi plus spécifique, justement pour optimiser mes droits de succession avec des abattements fiscaux? Et est-ce que dans les différentes natures de donation, on aura des avantages plus ou moins intéressants? Ou plus globalement, est-ce que tu pourrais nous livrer un petit peu les différents types de donations et leurs avantages et intérêts, effectivement, d'y procéder? Oui, tout à fait. Alors, je vais tout de suite parler d'une donation qui n'en est pas une. Alors, vous allez me dire pourquoi parler comme ça? Je vais parler du présent d'usage. Le présent d'usage, c'est le cadeau que vous faites à vos enfants, ou même à un neveu ou à une nièce, pour son Noël, pour son anniversaire, pour sa communion, pour son mariage, pour son diplôme. Donc ce sont tous ces petits gestes de récompense, d'affection que l'on peut réaliser. Et souvent on me demande quelle est la valeur maximum d'un présent d'usage. Ben, il n'y en a pas. Il n'y a pas alors, c'est assez relatif, il n'y a pas de valeur maximum, tout est fonction de votre patrimoine. Bien évidemment, en fonction de la valeur de votre patrimoine, vous pourrez donner plus ou moins un présent d'usage important. Je vais vous donner un exemple tout bête, c'est très caricatural, mais si je possède un patrimoine d'1 million ou 1,5 million d'euros, je peux tout à fait acheter un véhicule, une voiture pour le bac de mon enfant. Ça reste cohérent, tout à fait logique. Ensuite, lui acheter une maison, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué parce que là, on est peut-être en dehors du présent d'usage. Donc ça, c'était une chose que je voulais un peu dépeindre. Ensuite, on a le don familial de somme d'argent. C'est quelque chose qui est plutôt utilisé et qui a pour vocation en fait à transmettre à un enfant. Donc il faut qu'il soit majeur, c'est une obligation. Et celui qui donne doit avoir moins de 80 ans. Et ça n'a pour but de donner que de l'argent. Le but est de donner de l'argent uniquement pour que... Alors, derrière tout ça, il y avait un rôle économique. C'est de réinjecter des fonds, de l'argent liquide, dans l'économie pour développer. Mais bien évidemment, ce don familial de somme d'argent est totalement en dehors des abattements des donations classiques. Il s'évalue à 31 865 €, alors c'est précis, j'en suis navré, par parent et par enfant. La petite astuce, c'est que les grands-parents peuvent aussi donner, à partir du moment où ils ont moins de 80 ans, à leurs petits-enfants, à partir du moment où ils ont plus de 18 ans. D'accord ? Nous avons ensuite des donations, alors j'ai mis simple en contradiction avec la donation partage qui est plus complexe. La donation simple, c'est une donation qu'on va appeler en avance de part successorale ou hors part successorale, qui permet de donner des biens, des bijoux, des titres, de l'immobilier, de l'argent, jusqu'à 100 000 € par parent et par enfant. Et bien évidemment, cet abattement est renouvelable tous les 15 ans. J'ai voulu mettre la donation partage tout simplement parce que c'est une donation qui est fortement utilisée, elle a un pouvoir assez important. Alors bien évidemment, elle devra se faire obligatoirement chez le notaire. La donation simple également lorsqu'on parle d'immobilier, mais la donation partage sera obligatoirement liée à un notaire et elle a pour avantage de figer les valeurs qui lui sont données. Si je donne une maison qui a une valeur de 100 000 €, si cette maison demain devient 200 000 €, puisqu'il y a une valeur économique, une évolution naturelle des prix, eh bien, le notaire ne reprendra dans son calcul de succession que la valeur du bien donné, c'est-à-dire 100 000 €. C'est-à-dire que ça donnera un avantage complémentaire à l'enfant qui l'a reçu, bien évidemment. Alors là, on voit avec ce que tu peux insister effectivement sur les leviers, les différents types de donations.
Tu as donné beaucoup d'exemples en disant de pouvoir donner ou d'offrir, transmettre une voiture, de donner des sommes d'argent. Et tu as rapidement évoqué aussi, et pour bonne partie d'entre nous, le patrimoine peut être constitué majoritairement en fait de nos biens immobiliers. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à savoir dans le cadre de transmission, encore une fois toujours dans l'anticipation de cette transmission pour avoir des leviers pour éviter de payer des frais de succession? Est-ce que tu as encore une fois des conseils ou des solutions globales à nous exposer sur la transmission de patrimoine d'un bien immobilier? Alors oui, effectivement, il y a des astuces pour transmettre plus, bien évidemment, transmettre plus tout en se protégeant. Et je vais vous expliquer un peu les grandes différences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on aime l'acquisition immobilière, on aime être propriétaire de sa résidence principale ou éventuellement d'autres résidences, qu'elles soient locatives ou secondaires. Le but du jeu, c'est de pouvoir transmettre soit en pleine propriété, et je vais vous expliquer un peu les principes, soit en démembrement de propriété. Lorsqu'on parle de pleine propriété, on a tout simplement le droit de disposer du bien, le droit d'y habiter ou le droit de l'utiliser, c'est-à-dire éventuellement de le mettre en location et d'en percevoir les revenus. Lorsque je viens faire un démembrement de propriété, je viens diviser, séparer ces deux droits. Donc la nue propriété sera, et généralement c'est comme ça, transmis à l'enfant, donc c'est le fait d'être propriétaire, mais propriétaire demain. Et puis il y a l'usufruit, donc le parent qui conservera soit l'usage du bien, soit percevra les revenus, ce qui fera que économiquement, bien évidemment, il sera sécurisé puisqu'il percevra encore les revenus de ce bien. Alors, j'ai bien compris, on se pose pleine propriété, démembrement de propriété. Si demain je me projette et je me dis, ça peut être la solution, démembrement de propriété, je ne mesure pas encore comment me dire que c'est une bonne solution et en quoi ça me donne des leviers en fait d'avantages fiscaux ou d'avantages dans la transmission. Alors, pour ça, j'ai caricaturé, j'ai pris deux exemples, les mêmes exemples, que j'ai affectés aux deux calculs. Prenons et commençons sur la pleine propriété. Donc, la pleine propriété, j'ai un parent qui est seul. Qu'il soit célibataire, veuf ou divorcé, l'impact est le même. Il possède un bien qui vaut 200 000 euros et il a un enfant. Et il veut transmettre ce bien à cet enfant-là. Alors, le notaire va prendre la valeur du bien, 200 000 euros. Il va aller retirer l'abattement légal, qui est 200 000 euros et renouvelable tous les 15 ans, comme je l'ai déjà dit. Et je vais donc avoir une masse taxable de 100 000 euros. Et je vous ai fait le calcul pour vous, pour que ce soit plus rapide. Ça donnerait des droits de mutation à titre gratuit, c'est-à-dire des frais de succession de 17 207 euros. D'accord. Là, c'est dans la configuration, je suis en pleine propriété, je n'ai pas anticipé, ou voilà ce qui se passera au jour de mon décès sur cette typologie-là de propriété. Alors, je suppose, même schéma que tu vas nous faire et démonstration, mais là, pour le coup, avec la nue propriété. Tout à fait. On a toujours le même exemple, ce père célibataire, veuf ou divorcé, on a toujours cet enfant et on a toujours cette maison qui vaut 200 000 euros. Sauf que là, le parent va se conserver l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'utiliser ou de toucher les revenus ou d'habiter dans ce bien. L'enfant aura une nue propriété, c'est-à-dire une propriété future. Et dans ces cas-là, on va aller chercher une table fiscale, qui est une table légale, et on va regarder cette table par rapport à la valeur de l'usufruitier, puisque c'est toujours notre base de départ. Quel âge a l'usufruitier? Dans mon exemple, il avait 52 ans. Je regarde donc la case du petit tableau qui va bien, 50% valeur de l'usufruit. Donc automatiquement, la valeur de nue propriété, c'est 50%. Or, qu'est-ce que je donne à l'enfant? Je donne la nue propriété. Donc en donnant la nue propriété, je donne 50% de la valeur du bien. Donc je donne cette nue propriété pour une valeur de 100 000 euros. Le notaire va appliquer l'abattement de 100 000 euros. J'ai une base taxable nulle. C'est-à-dire que pour le même bien donné, d'un côté, j'ai 17 207 euros de droits de succession. De l'autre côté, je n'ai pas de droit. Et surtout, un avantage principal, c'est que le père conserve d'avoir l'usage et les revenus de la maison. Là, Reynald, au travers de ton exemple, on voit effectivement les leviers, et effectivement sur les avantages de défiscalisation là, et sur les non-paiements de frais de succession dans cet exemple bien précis. Alors, on est dans l'anticipation. Est-ce que si je suis à la recherche, j'ai bien compris là sur la différence, mais encore d'autres solutions pour peut-être là même encore plus optimiser la transmission de mon patrimoine?
Là, c'est une des solutions. Quel autre type de solution tu mettrais en avant et sur lesquelles tu souhaites nous sensibiliser cet après-midi? Alors, une chose toute simple, ça s'appelle l'assurance vie et tout le monde le connaît puisque c'est le produit préféré des Français. L'assurance vie est un formidable effet de levier, c'est un outil magnifique pour transmettre son patrimoine. Mais avant de transmettre son patrimoine, il faut juste savoir une chose sur l'assurance vie. C'est que c'est une épargne qui est disponible en cas de besoin puisque, tant que vous n'êtes pas décédé, le contrat vous appartient. Il y a une multitude de supports. Il y a une vingtaine d'années, le contrat d'assurance vie était un petit peu vieillot et il n'offrait qu'un seul support, c'était le fonds en euros. Bonne rémunération, mais un peu limitée. Aujourd'hui, vous avez des contrats d'assurance vie avec plus de 100, 150, 200 supports. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du sur-mesure en fonction de votre situation. Et puis, bien évidemment, vous le savez, le contrat d'assurance vie a une fiscalité allégée et avantageuse. Plus je le conserve et plus la durée est longue. Et alors, la durée, la date butoir, c'est 8 ans. Si mon contrat a plus de 8 ans, eh bien, j'ai une fiscalité en cas de rachat qui est allégée. Alors, bien évidemment, ça, c'est le côté sympathique du contrat d'assurance vie quand on est en phase épargne. L'autre côté sympathique, ce sont sur les droits de succession. Vous allez voir que ça a aussi un effet de levier important. Pour tous les contrats souscrits à compter du 20 novembre 91, alors je suis désolé, mais la loi est comme ça, et lorsqu'elle décide d'appliquer, on s'arrête sur la date. Donc il y a des choses un peu rebutantes, mais c'est le principe. Si mon contrat a été souscrit à compter du 20 novembre 91 et que j'ai réalisé des versements après le 13 octobre 98, je suis sur ces règles-là. Eh bien la règle, c'est ai-je moins de 70 ans ou plus de 70 ans? Si j'ai moins de 70 ans, eh bien je vais pouvoir transmettre par bénéficiaire jusqu'à 152 500 €. Et si je dépasse ce seuil, j'aurai une taxation de 20%. C'est-à-dire que avant 70 ans, si j'ai 4 enfants, je peux transmettre 4 fois 152 500 €. Vous imaginez le formidable outil de transmission qu'est l'assurance vie. Il l'est un peu moins après 70 ans malheureusement, puisque là on se limite à 30 500 €, tout bénéficiaire confondu. Donc, quand je vous parle d'assurance vie, quand je vous parle de simplicité, d'efficacité et de transmission peu onéreuse, c'est l'outil idéal pour tous nos clients et nos sociétaires, bien évidemment. C'est très clair. Alors, une question, on y répondra, j'en vois une. Tu viens de nous sensibiliser sur, encore une fois, ce formidable levier par ce produit d'assurance vie. Quand tu parles de bénéficiaire, à moi, si je souscris le contrat à mon nom d'assurance vie, un bénéficiaire, ça peut être mes enfants, mes petits-enfants ou toute autre personne que je décide de pouvoir remettre en futur bénéficiaire lors de ma transmission. Tout à fait. Le bénéficiaire, bien évidemment, n'a plus de rapport avec l'héritier dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la quotité disponible et la réserve. Vous êtes sur un bénéficiaire qui est bien évidemment libre et vous pouvez choisir le bénéficiaire. Vous pouvez très bien récompenser quelqu'un qui vous a aidé durant les dernières années de votre vie. Vous pouvez très bien aider un voisin ou une nièce si vous n'avez pas d'enfant. L'avantage du contrat d'assurance vie, c'est que vous avez une clause bénéficiaire modifiable à tout moment. Très bien, Rénal. Alors, on a vu anticiper sa transmission. On a vu là un levier, comme tu l'as repris toi en disant le qualifiant formidable qui est l'assurance vie, effectivement produit préféré des Français pour optimiser sa transmission de patrimoine. Je continue dans mes questions puisque tu as toujours les réponses. As-tu d'autres conseils, d'autres leviers, d'autres solutions à nous donner pour poursuivre effectivement nos réflexions sur la préparation de la transmission de son patrimoine? Alors j'en aurais plein parce que je suis inarrêtable, mais le problème c'est que chaque cas est unique. Et donc, ce que je recommande, c'est que vous vous rapprochiez de votre conseiller bancaire, de votre conseiller en agence, qui se rapprochera de la gestion de patrimoine pour vous guider, pour faire une analyse complète de votre situation. Puis il y a aussi, il ne faut pas oublier, le notaire qui est présent et qui aussi vous accompagne. Il faut savoir que l'ensemble de nos équipes sont à votre disposition pour l'optimisation successorale, comme on vient de parler, mais on est aussi spécialiste sur l'optimisation fiscale, sur l'immobilier neuf avec notre agence immobilière Afedim. On est aussi spécialiste de l'impôt sur la fortune immobilière et bien évidemment des marchés financiers. Donc nous restons et l'ensemble des conseillers du Crédit Mutuel Nord-Europe restent à votre écoute pour vous guider, vous aider. Très bien, merci Reynald.
Eh bien, nous arrivons à la fin de notre présentation que nous avons préparée, Reynald et moi, en espérant que celle-ci vous a plu. Alors avec la difficulté, encore une fois, je me répète, sur le temps imparti des 30 minutes, de pouvoir traiter ce sujet, un vaste sujet, où vous l'avez compris, et même au travers là des questions que vous nous avez posées et que l'on va repasser en revue, avec cette difficulté des fois du pouvoir y répondre, puisqu'on voit que chaque situation est extrêmement liée à des situations personnelles, individuelles. Mais on espère néanmoins que sur cette présentation assez générale, vous avez déjà eu des leviers et des éléments de réponse. Et comme le disait Reynald, effectivement, ça peut susciter et amener à prendre rendez-vous beaucoup plus poussé avec son conseiller tiers de confiance du Crédit Mutuel et voir avec les équipes de la gestion de patrimoine également. Je réponds à une toute première question qui nous a été posée également dans le live, Reynald. Alors, à l'issue de effectivement cette journée du salon Bien vivre chez soi, où 3 autres conférences se sont tenues avant celle-ci, nous mettrons à compter de début de semaine prochaine sur notre chaîne live Crédit Mutuel Nord-Europe les 4 films de la conférence, où vous pourrez donc retrouver les informations que l'on vient de vous donner, puisque la séance vient d'être filmée. Alors, autre question sur les 2-3 minutes qu'il nous reste, et de voir, encore une fois, je me permets de prendre les précautions en amont pour mon collègue Reynald, de voir si effectivement, en fonction de la thématique, il est possible d'y répondre, toujours bien sûr dans une manière générale. Alors, nous avons vu des questions effectivement en lien avec le partage de patrimoine. Alors, en cas de remariage, comment ça fonctionne, ce partage de patrimoine, et certainement avec peut-être des enfants des précédents mariages peut-être présents. Est-ce qu'il est possible d'y répondre ? Alors, c'est compliqué d'y répondre tout simplement parce qu'il faut connaître la nature du remariage, c'est-à-dire comment vous êtes remarié. Est-ce que vous êtes marié sous un régime de communauté ou un régime de séparation de biens ? Donc, en fonction du type de mariage, je pourrais vous aider et vous guider dans quelle est la masse successorale et donc qui a le droit à quoi, bien évidemment. Ce que je peux vous dire, et je l'ai dit tout à l'heure, le conjoint en présence d'enfants non communs a le droit à un quart en pleine propriété. Ça, c'est son droit inaliénable. Ce droit, c'est le droit civil qui peut être amélioré, mais là, il faut aller chez un notaire pour faire des donations au dernier vivant, des testaments complémentaires. Très bien. Les informations que tu nous as données entre effectivement la pleine propriété et le démembrement, est-ce que, question qui nous est posée par une de nos sociétaires, est-ce qu'il est possible effectivement de pouvoir mettre en nue propriété sa maison, mais auprès de ses petits-enfants et non pas auprès de ses enfants ? Alors, c'est tout à fait possible et il y a 2 solutions pour le faire. Soit je réalise une donation partage au profit de mes petits-enfants. Et là, malheureusement, je n'aurai un abattement que de 31 865 € par petit-enfant. Donc, oui, c'est possible. Ou alors, avec l'accord des enfants, de l'enfant, il pourra faire ce qu'on appelle une donation partage transgénérationnelle, c'est-à-dire utiliser l'abattement des parents pour le transmettre aux petits-enfants. Et dans ces cas-là, on va monter à 100 000 € d'abattement. Et là, effectivement, c'est un peu plus simple pour transmettre à des petits-enfants. Mais oui, c'est tout à fait possible de le faire. Et bien évidemment, le notaire sera là pour vous guider. Très bien. Bien, écoutez, en espérant avoir apporté le maximum d'informations cet après-midi et avoir répondu à votre question, encore un grand merci pour votre participation. Et puis, donc, rendez-vous si vous souhaitez revoir le replay. Je vois une dernière question qui sera présente effectivement sur la chaîne YouTube, comme vous l'avez spécifié, très prochainement, à compter de début de semaine prochaine. Un grand merci pour votre participation et présence cet après-midi à ce salon Bien vivre chez soi. Et puis, on se dit peut-être à une prochaine conférence. Avec un grand plaisir. Merci Delphine. Merci à très bientôt. Au revoir.